J'étais allongée sur cette table, dans cette clinique chic du 16e arrondissement. Tout était blanc, ça sentait le luxe et la peur. Je me sentais si petite, j'avais 68 ans, 40 ans que je frottais les sols des autres, des banquiers et des avocats, pour m'offrir ce petit F3 dans le 18e. Ce n'était pas grand luxe, mais c'était le mien. C'était l'endroit où mon mari et moi avions tout construit, où on avait serré les budgets pour que Sophie ne manque de rien. Mon mari est parti il y a 10 ans. Maintenant, c'est mon corps qui faisait des siennes. Je me sentais fatiguée tout le temps. Pas une fatigue normale, mais comme si on m'avait enlevé mes os. Des vertiges quand je me levais. Je me disais, à mon âge, on voit les choses autrement. C'est la vie qui ralentit. Mais Sophie, ma fille unique, elle n'arrêtait pas. « Maman, tu ne vas pas bien ?» Elle répétait ça avec une voix douce, mais ses yeux étaient vifs, pressés. « Tu es si pâle. Il faut voir un spécialiste. Un bon, pas l'hôpital public, maman. » Elle a insisté pour cette clinique privée. Tout était cher. Les infirmières souriaient trop, et le docteur, très élégant, parlait avec des mots compliqués. Il parlait de fatigue chronique et de examens préventifs, nécessaires. Toujours plus d'examens, toujours plus cher. Je me sentais perdue. Moi qui avais toujours été forte, qui avais porté les sacs de course sans broncher, je ne savais plus gérer ces machines, ces aiguilles. Tout ça m'écrasait. La vraie douleur, elle n'était pas dans mon corps. Elle était dans ma tête, à cause de ce que Sophie disait après chaque visite. Tu sais, maman, elle m'apportait une tisane fade le soir. Ces soins coûtent cher. L'assurance ne va pas tout couvrir si ça devient chronique. Pourquoi ne pas vendre l'appartement maintenant? Tu pourrais avoir une petite place en maison de repos, sans te soucier de l'argent. Vendre! Le mot me glaçait le sang. Vendre? Mais c'est ma maison, Sophie. C'est là que j'ai élevé ton père et toi. C'est tout ce que j'ai. Mon appartement, mon petit F3 sur la cour bruyante, c'était toute ma dignité. C'était le seul fruit de 40 ans de sueur. Ça me tient à cœur. Oui, mais tu ne vas pas le garder si ta santé empire, n'est-ce pas? Il faut être pragmatique. Vends maintenant, pendant que tu peux encore signer les papiers. Après, ça risque de devenir un enfer légal. Elle parlait de moi comme si j'étais déjà à moitié partie. Mes symptômes ne s'amélioraient pas. Ils s'aggravaient. Chaque fois que je passais par cette clinique, chaque nouveau test me laissait plus faible. Un jour, le médecin a recommandé une procédure mineure pour stabiliser la tension artérielle. Ce fut l'horreur. La procédure était censée être simple, une insertion. Mais j'ai senti mon cœur s'emballer d'un coup, un froid intense et une douleur si vive que j'ai cru que j'allais mourir là, sur cette table blanche. Le personnel s'est agité, puis ils m'ont stabilisée. Quand je suis rentrée, j'étais un fantôme. Je pouvais à peine marcher pour aller aux toilettes. « On dirait que la procédure a raté », a dit Sophie. Elle n'avait pas l'air triste. Elle avait l'air excitée. C'est exactement ce que je disais, maman. Il faut agir avant que ça n'empire. Donne-moi les clés de l'appartement. Je vais contacter des agents pour l'estimation. J'étais allongée là, dans mon lit, regardant ma maison glisser entre mes doigts. La douleur de la faiblesse physique se doublait de l'amertume de la trahison. Je pensais aux nuits passées à coudre, à la privation. J'avais tout donné pour elle. Et elle me rendait ça en m'incitant à abandonner ma seule dignité, mon toit. Je commençais à avoir des pensées étranges. Mes problèmes de tension artérielle étaient pires, après les repas que Sophie me préparait. Elle insistait pour que je mange ses soupes fades ou ses purées. Elle disait que c'était bon pour moi. Mais souvent, après ça, j'avais ces vertiges. Mon cœur battait trop fort. Je me demandais si ce n'était pas le stress. Ou si c'était autre chose. Le corps parle. Il dit quand quelque chose ne va pas. J'ai commencé à faire attention aux petits détails.
Sophie ne mangeait jamais la même chose que moi. Elle disait que c'était pour mon régime. Elle mettait beaucoup de zèle à ranger les médicaments et les bouteilles, toujours très haut sur l'étagère de la cuisine, et elle fermait à clé. Pourquoi? C'était juste ma cuisine, pas un coffre-fort. J'ai essayé d'en parler à ma voisine du dessous, Suzanne, mais Sophie était toujours là. Je ne voulais pas passer pour une vieille folle, une mère qui accuse sa propre fille de vouloir sa perte. Mais il y avait quelque chose dans le regard de Sophie qui me disait qu'elle n'était plus ma petite fille. J'avais peur. Pas seulement de la maladie. J'avais peur d'elle. Un lundi matin, j'ai réussi à prendre ma douche toute seule. J'étais lente, mais je me tenais debout. Quand je suis sortie, j'ai entendu Sophie au téléphone dans le salon. Elle parlait à voix basse, mais la porte était entr'ouverte. « Oui, absolument. C'est prévu pour le début du mois prochain. Il faut juste qu'elle coopère. Plus elle est faible, plus c'est rapide. » Mon cœur s'est emballé. Je me suis figée. J'ai eu l'impression que le sol tremblait, comme lors de la procédure ratée. « J'ai de la chance !» elle a dit. Et puis, elle a ri. Un rire sec, métallique, qui n'avait rien à voir avec la Sophie qui me versait ma tisane. La procédure n'a fait qu'accélérer les choses. Accélérer quoi? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Mon état n'était pas une maladie naturelle, c'était peut-être le résultat de ce qu'elle faisait. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a marmonné la dernière chose avant de raccrocher. Je n'ai pas pu bouger. Mon monde s'est renversé dans une panique glaciale. La maison sera à moi d'ici Noël. Maman ne résistera pas longtemps à ce rythme. Noël, ma maison, mon cœur. J'ai compris à ce moment-là. Sophie ne voulait pas que je sois en bonne santé. Elle voulait que je meure. Elle ne me soignait pas. Elle attendait ma fin. Mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas avec quoi. J'étais faible, mais mon esprit, lui, venait de se réveiller. Je devais trouver une preuve. Je devais trouver de l'aide avant qu'elle ne réussisse. Je n'avais plus le temps de me plaindre ou de pleurer. J'avais juste le temps de me battre. Le rire de Sophie, ce rire sec quand elle parlait de Noël, il a déchiré ce qui me restait d'innocence. La maison sera à moi d'ici Noël. Je n'étais plus seulement malade, j'étais en danger. Je devais comprendre comment elle faisait. Elle continuait de me choyer. Trop. Elle me préparait des bouillons et des purées, toujours en insistant. « C'est pour ta tension, maman. » C'est ce que le docteur a dit. Mais le docteur, c'était le sien, pas le mien. Je regardais mes repas maintenant comme des poisons. Je me disais, le corps parle. Et le mien criait. Un soir, elle m'a apporté une petite verrine, une mousse onctueuse. « C'est du chocolat blanc, maman. Juste une cuillerée pour te faire plaisir. » J'ai fait semblant de manger. J'ai goûté. C'était trop sucré. Et il y avait un goût amer derrière. Quelque chose de chimique. J'ai mangé 2 bouchées, pas plus. Puis j'ai dit « Oh, ça ne passe pas aujourd'hui, ma chérie. Je suis trop fatiguée. » Sophie a rangé la verrine avec un air contrarié. Juste après, comme d'habitude, j'ai eu les vertiges, la tête qui tourne, le cœur qui tambourine dans ma poitrine. La tension a grimpé. Je le sentais. Je me suis dit, ce n'est pas une coïncidence. J'ai commencé à jeter. C'est horrible à dire, mais je jetais les repas de ma fille. Je cachais la nourriture dans des sacs en plastique que je pouvais jeter dans la poubelle commune, en bas, quand Sophie sortait. Je mangeais mes propres réserves. Une simple tartine grillée, un peu de thé nature. Des choses simples qui ne me faisaient pas peur. Au bout de 3 jours de ce régime de la méfiance, j'ai constaté une chose incroyable. Je n'avais presque plus de vertige. Je pouvais marcher jusqu'à la cuisine sans m'appuyer au mur. Je n'étais pas guérie, non, mais je n'étais plus un fantôme. Sophie, elle, ne voyait rien. Elle ne voyait que ce que je voulais lui montrer. J'étais encore faible devant elle, la vieille mère fragile qui lui permettrait de vendre l'appartement. Mon premier réflexe,
c'était d'aller voir Suzanne, ma voisine du dessous. Une ancienne infirmière militaire, 75 ans, toujours droite, les yeux clairs. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle voyait tout. Il fallait que Sophie ne soit pas là. Un après-midi, elle est partie à son bureau d'immobilier, en me promettant d'appeler des notaires pour avancer les choses. J'ai attendu 5 minutes après qu'elle ait foi et fermé la porte, le temps que l'ascenseur arrive. Je me suis levée, un pas après l'autre. Ça m'a pris 5 bonnes minutes pour descendre l'escalier, en tenant la rampe. J'ai frappé doucement à la porte de Suzanne. Elle a ouvert, m'a vue pâle et tremblante. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle a juste dit « Entrez, Marguerite. J'ai bien vu que quelque chose n'allait pas. » J'étais assise dans son salon, minuscule, mais propre. Elle m'a donné un verre d'eau plate. J'ai bu. J'ai respiré. « Suzanne !» j'ai commencé. Les larmes me sont montées aux yeux malgré moi. Je crois que ma fille me tue, lentement, pour mon appartement. J'ai tout raconté. Les repas, la faiblesse qui venait après, la phrase horrible au téléphone. Suzanne a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a pris ma main. « Vous n'êtes pas folle, Marguerite. Je me doutais de quelque chose. J'ai vu mademoiselle Sophie monter et descendre avec des enveloppes de la clinique. Mais elle n'y allait jamais elle-même. Elle vous y envoyait. Et elle était trop pressée. » Elle a pris ma tension avec un vieux tensiomètre qu'elle gardait dans un tiroir. « Alors, Marguerite, combien ?» j'ai demandé, le cœur serré. « 145 sur 98. Toujours haut, mais pas la crise, » a-t-elle dit. « Vous êtes très anxieuse. L'anxiété, c'est comme de l'essence sur un feu de tension artérielle. » Suzanne, c'était le bon sens incarné. Elle a continué. « Vous avez bien fait de jeter sa nourriture. Je soupçonne 2 choses. Soit elle surcharge votre nourriture en sodium pour augmenter votre tension artérielle artificiellement et justifier l'urgence de la vente. Soit elle y met des sédatifs pour vous rendre léthargique, pour que vous ne puissiez pas vous défendre. Ou les 2. » Elle a secoué la tête. « C'est un poison lent et légal, Marguerite. Les sédatifs des autres sont très dangereux pour une personne fragile. » J'ai senti la douleur de la trahison me frapper à nouveau. On n'a plus 20 ans, mais on devrait pouvoir faire confiance à sa fille. « Qu'est-ce que je fais, Suzanne ? Je n'ai aucune preuve. » Suzanne a réfléchi. « D'abord, vous vous battez pour votre corps. Laissez la police pour après. Si vous n'êtes pas assez forte pour tenir un stylo, vous perdez tout. On va inverser la vapeur. On va vous rendre la force qu'elle essaie de vous voler. » Elle a commencé à me donner des instructions. Pas des mots de docteur compliqués, mais des ordres d'infirmière, simples et précis. Première chose, la respiration. Votre anxiété vous donne l'impression de suffoquer. Elle m'a montré une technique. On appelle ça la respiration 4-2-6. Inspirez doucement par le nez pendant 4 secondes. Maintenez l'air 2 secondes. Expirez lentement par la bouche sur 6 secondes. Faites-le pendant 2 minutes. J'ai testé là, assise. Inspirez, retenez, soufflez. Le monde autour de moi a ralenti. Cette technique, si elle est bien faite, peut réduire votre rythme cardiaque d'environ 18%. Ce n'est pas un médicament, c'est le contrôle. Elle m'a donné une autre astuce. Ensuite, la tension dans les muscles. Elle se loge souvent dans la nuque. Prenez une compresse ou un linge, mouillez-le à l'eau chaude et mettez-le sur votre nuque pendant 10 minutes. Ça réduit la tension musculaire de 30%. Ça va vous donner un peu de répit. Et la règle la plus importante, marchez. 20 minutes par jour. Même lentement. Dites à Sophie que vous allez aux toilettes ou que vous cherchez quelque chose. Mais marchez. On ne guérit pas allongé. Je suis rentrée chez moi, le corps fatigué par le voyage d'un étage, mais l'esprit en ébullition. J'avais un plan.
J'avais une alliée. J'ai immédiatement commencé l'entraînement secret. Chaque fois que Sophie partait, je m'asseyais sur mon lit. Je faisais ma respiration 4-2-6. Je chronométrais sur ma vieille montre. 48 secondes, 1 minute 20, 2 minutes complètes. Je sentais la différence. Le battement dans mes tempes se calmait. J'ai pris ma vieille bouillotte, remplie d'eau chaude, et je l'ai posée sur ma nuque. 10 minutes. La douleur lancinante qui était là en permanence a diminué. J'ai commencé à me promener dans l'appartement. Je disais à Sophie que je cherchais ma montre, mes lunettes. Au lieu de marcher 2 minutes, je marchais 25 minutes. Je me fatiguais, mais c'était une bonne fatigue, pas celle de l'empoisonnement. Une semaine après avoir parlé à Suzanne, je me sentais beaucoup mieux. J'avais toujours l'air faible devant Sophie, mais, au fond de moi, je savais. Mon cœur ne s'emballait plus pour rien. Je suis allée plus loin. J'ai décidé de chercher les preuves concrètes. C'était trop dangereux, mais il n'y a pas de hasard. Un matin, Sophie est partie tôt. Elle devait signer des papiers pour son travail. J'avais 1h30 de répit. J'ai ciblé son bureau, la petite pièce qu'elle utilisait quand elle venait. Elle était toujours bien rangée, tout était classé, comme elle. J'ai cherché partout. Dans les dossiers d'immobilier, j'ai trouvé le plan de l'immeuble, avec mon F3 surligné en rouge. Sous une pile de brochures, j'ai trouvé une enveloppe qui n'avait rien à faire là. C'était un contrat de vente préliminaire. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, malgré la respiration 4-2-6. Le notaire, Maître Valérie. Le prix de vente estimé, 450 000 €. Et la date limite pour la signature, écrite en gras, le 18 décembre, dans 3 semaines. C'était la confirmation du chantage, la preuve que tout était planifié. La maison serait à elle d'ici Noël. J'ai continué à fouiller. Je voulais savoir avec quoi elle m'affaiblissait. Dans un petit tiroir fermé à clé, derrière une pile de papier personnel, j'ai trouvé un petit flacon, une étiquette, anxiolytique puissant. Le nom était celui de Sophie. La bouteille était presque vide. Il ne restait que quelques gélules au fond. Mon sang s'est glacé. C'était ça. Le goût amer dans la mousse au chocolat, la lourdeur après les tisanes. Elle me droguait. Elle m'administrait ses propres médicaments, sans prescription, pour me rendre confuse, léthargique et incapable de me défendre. Pour que les docteurs de la clinique disent que j'étais mentalement instable et que la vente était une urgence. La douleur était physique cette fois. Pas la tension artérielle, mais la réalisation brutale. Ma propre fille m'empoisonnait. 450 000 €. C'était le prix de ma vie. Je m'étais privée de tout pour qu'elle sait tout. Et voilà ce que j'avais créé. J'ai pleuré silencieusement, mais sans m'effondrer. Je me suis dit, il faut garder la tête froide. C'était fini, la vieille Marguerite naïve. Maintenant, c'était la battante qui prenait le relais. J'ai pris le flacon vide. Je l'ai mis dans un sac en plastique. J'ai pris le contrat préliminaire. J'ai pris la preuve. Quand Sophie est rentrée, je jouais le rôle de la vieille femme confuse, assise dans mon fauteuil. « Ah, chérie, j'ai mal à la tête !» J'ai gémi. Mon cœur bat trop vite. Sophie m'a souri, satisfaite. « Ne t'inquiète pas, maman. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai parlé au notaire. Il est d'accord pour accélérer la vente. Mais il faut un dernier check-up à la clinique pour confirmer ta lucidité. Demain matin. » Demain. Elle réduisait l'échéance. Elle sentait que le temps lui échappait, peut-être parce que je me battais sans qu'elle le sache. « Je vais te préparer ta tisane, maman. Une bonne tisane calmante. » Elle est allée dans la cuisine. J'ai sorti mon dictaphone, un vieux modèle que mon mari utilisait pour enregistrer des notes. Je l'ai caché sous le fauteuil, en position d'enregistrement. Oui, c'est bon. Le docteur Laurent est d'accord. Il la garde en observation demain matin. Juste un petit sédatif pour qu'elle soit bien calme pour la signature après. Elle chuchotait au téléphone. Oui, tout sera clean. Elle ne s'en rendra même pas compte.
J'ai enregistré sa voix. C'était la preuve irréfutable. Non seulement elle m'empoisonnait, mais le médecin était son complice. J'ai fait semblant de boire la tisane, mais j'ai réussi à la renverser un peu sur le tapis. Sophie n'a rien remarqué. Elle était trop absorbée par ses projets de notaire et d'argent. Le lendemain, je me suis levée. J'ai marché un peu plus longtemps que d'habitude. J'ai fait mes exercices de respiration. Ma tension était descendue. Je l'ai mesurée avec le vieux tensiomètre de mon mari, que j'avais remis en marche. 135/88. Je n'étais plus en danger immédiat. Mais je devais rester la poupée brisée jusqu'au moment décisif. J'ai appelé Suzanne. C'était risqué. Suzanne, elle m'emmène demain à la clinique, pour m'endormir, pour me faire signer. J'ai le flacon, le contrat et un enregistrement. Suzanne toujours pragmatique? Très bien, Marguerite. Mais il nous faut un levier. Elle utilise votre état de santé pour vous faire peur. Nous devons montrer que votre état est bien meilleur que ce qu'elle prétend. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai un ami qui travaille aux archives de l'hôpital public où vous alliez avant. Il me faut vos vrais dossiers d'il y a 6 mois. L'état de votre cœur, de vos reins, avant que votre fille ne vous prenne en charge. Montrez que vous étiez en parfaite santé avant ces soins. C'était génial. Sophie ne me laissait pas aller à l'hôpital public. Elle me gardait dans sa clinique privée. Les vrais dossiers étaient la preuve qu'elle avait induit mes problèmes. Je vais le faire. Mais il me faut votre aide demain, à la clinique. Je serai là. Je connais un commissaire. On ne fait pas confiance au hasard. La journée est passée lentement. Sophie est revenue avec un cartable rempli de papiers de vente. Elle était surexcitée, parlait de l'argent qu'elle allait obtenir, de la liberté financière. Elle parlait de moi comme si j'étais déjà un chèque. Elle m'a forcée à m'asseoir. Elle a pris ma main. « Maman, sois sage demain, s'il te plaît. Ça va être rapide. Tu as mal, n'est-ce pas? Tu veux que ça s'arrête, n'est-ce pas? » « Oui, chérie, je suis si fatiguée. » ai-je murmuré, les yeux à moitié fermés. Je tremblais légèrement, juste assez pour qu'elle le remarque. C'était dur de jouer la comédie. Mon estomac me faisait mal de ne rien manger, mais la détermination me donnait une force nouvelle. Le soir, quand elle était dans le salon, j'ai fait ma dernière série de respiration. 2 minutes. 135/85. La tension avait encore baissé. Je me sentais alerte. J'ai mis le flacon, le contrat et le dictaphone dans ma vieille sacoche en cuir. C'était la sacoche que je prenais quand j'allais nettoyer chez mes riches employeurs. Elle contenait maintenant la preuve de ma dignité. J'ai entendu Sophie se coucher. Le plan était en place. Vers minuit, j'ai entendu un très léger coup à la porte de mon appartement. C'était Suzanne. Elle avait réussi. Elle a glissé une enveloppe scellée sous la porte. Puis elle a fait un bruit de raclement pour que je sache qu'elle était partie. L'enveloppe contenait mes vieux dossiers de santé, ceux qui prouvaient que mon cœur était solide avant l'intervention de Sophie. Je me suis glissée sous les draps, le cœur plein de peur et de courage. Le matin, Sophie est arrivée, toute souriante, un peu trop enthousiaste. Elle m'a aidée à m'habiller. « Courage, maman. Après ce matin, tout sera fini. Tu pourras te reposer. » Elle ne se doutait de rien. Elle croyait que j'étais une coquille vide, prête à se briser. Elle m'a poussée doucement vers la porte. Nous étions dans le couloir, devant la cage d'escalier. Elle était impatiente. J'ai regardé ma maison, les murs modestes qui avaient abrité 40 ans de ma vie. Je n'étais plus la petite vieille qui cirait les sols. J'étais Marguerite. J'ai baissé les yeux pour un instant, puis je me suis redressée. J'ai murmuré, d'une voix que seule elle pouvait entendre. « Je sais, Sophie, tout va être fini. Mais je ne signerai rien avant que tu m'expliques pourquoi tu as toujours cru que l'appartement de ta mère était une question d'argent et non d'amour. » J'ai relevé lentement les yeux. Dans mon sac,
Je tenais le flacon vide, le dictaphone et les preuves irréfutables que ma fille n'était pas seulement une escroc. Elle était une criminelle. Elle avait mis la table pour mon enterrement. J'étais sur le point de servir le dîner à la sienne. C'était parti. Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. Mardi matin, 10 heures. La clinique d'Auteuil, nichée dans le 16e arrondissement, était un écrin de marbre et de silence. Le parfum de luxe et d'eau de Javel se mélangeait dans les couloirs. Sophie, l'air tendu mais un sourire plaqué sur le visage, me guidait vers le bureau du docteur Laurent. Elle serrait mon bras, une pression excessive, comme pour s'assurer que sa proie ne s'échapperait pas. « Encore quelques minutes, maman. Une simple formalité pour garantir ta lucidité, chuchota-t-elle. Nous entrâmes. La pièce était petite, mais encombrée par un grand bureau laqué. Le docteur Laurent, toujours aussi élégant dans son costume gris, nous attendait, les mains jointes. À côté de lui, maître Valérie, le notaire guindé dont Sophie m'avait parlé, feuilletait une liasse de papier, l'air pressé d'en finir. Mais il y avait 2 autres personnes. Mon cœur de vieille battante tressaillit de satisfaction. Assise dans un coin, l'air digne et impassible, se tenait Suzanne Leroux, ma voisine et mon ancre. Et à ses côtés, un homme en civil, massif, dont le regard ne quittait pas Sophie, le commissaire Girard. Le visage de ma fille se décomposa en un instant. Le blanc crayeux remplaça la couleur. « Qu'est-ce que cela signifie ?» parvint-elle à articuler, sa voix montant d'une octave. Elle lâcha mon bras. « Maman, qui sont ces gens ?» Je m'étais assise un instant plus tôt avec la faiblesse d'une femme brisée. Mais la vue de la panique dans les yeux de Sophie me donna une force nouvelle. Je me redressai lentement, faisant un pas vers le bureau sans m'appuyer. La surprise fut totale. Ma démarche, qui était celle d'une moribonde la veille, était désormais ferme. « C'est la fin de la formalité, ma chérie, » dis-je, ma voix ne tremblant absolument pas. Je n'avais plus 68 ans, j'en avais 50, et j'étais en colère. Je déposai ma vieille sacoche sur le bureau laqué. Le cuir tapa sèchement. « Vous aviez très peur de ma lucidité, Sophie. Je vais vous prouver que je suis plus que lucide. » Continuai-je, mon regard fixé sur elle. J'ouvris la sacoche et en sortis un petit appareil noir, le dictaphone. Il y a 2 semaines, ma tension artérielle approchait 170/100. J'étais léthargique, faible, incapable de me défendre. Vous me nourrissiez de tisane et de purée, prétendant me soigner. J'appuyais sur lecture. La voix de Sophie, claire et métallique, résonna dans le cabinet. « Oui, c'est bon. Le docteur Laurent est d'accord. Il la garde en observation demain matin. Juste un petit sédatif pour qu'elle soit bien calme pour la signature après. Tout sera clean. Elle ne s'en rendra même pas compte. » Un silence glacial enveloppa la pièce. Maître Valérie recula légèrement de sa chaise. Le docteur Laurent devint écarlate. Sophie essaya de s'élancer vers la table, le souffle coupé. Mais le commissaire fit un pas, l'immobilisant d'un regard. Non seulement elle m'a droguée, mais elle a planifié ma fin pour m'extorquer, repris-je. Je jetai sur le bureau le flacon vide, les anxiolytiques qu'elle m'administrait, puis le contrat préliminaire. Cet appartement, que j'ai payé 40 ans de ma vie à frotter les sols des autres, estimé à 450 000 €. C'était le prix que vous aviez mis sur ma tête. Je me tournai vers Suzanne. Elle se leva calmement et présenta un dossier à l'homme en civil. « Madame Leroux, vous qui avez été mon infirmière secrète, partagez les chiffres. » Suzanne parla d'une voix claire, habituée au commandement. Il y a 2 semaines, la tension de Marguerite était de 170/100, dangereusement élevée. En utilisant uniquement la technique de respiration 4-2-6,
Inspirer sur 4, tenir sur 2, expirer sur 6, et une marche quotidienne de 20 minutes, sa tension a baissé à 135 sur 85. Le contrôle sur son cœur est revenu. Ces méthodes non médicales contredisent totalement l'urgence de cette vente pour cause de faiblesse mentale. Le commissaire hocha la tête, confirmant que les anciens dossiers de Marguerite, obtenus la veille au soir à l'hôpital public, attestaient d'une santé cardiaque parfaite avant l'intervention de Sophie. Le docteur Laurent était désormais cerné, son silence valant aveu. Sophie, vaincue, s'effondra. Elle rampa presque jusqu'à mes pieds. Ses larmes étaient chaudes et abondantes. « Mère, s'il te plaît, c'est moi, ta fille. On a tout traversé ensemble. Tu vas vraiment me faire ça pour un stupide appartement? Pense à ta réputation !» cria-t-elle. Son désespoir était absolu. Je restais immobile. Mon cœur était une pierre. La compassion s'était éteinte. « J'ai élevé une enfant qui m'apportait des dessins d'école, Sophie. » dis-je. Ma voix était ferme et glaciale. Elle est morte depuis longtemps. Je la regardais droit dans les yeux, sans la moindre émotion. J'ai vendu ma force pendant 40 ans pour m'assurer un toit. Vous avez tenté de m'empoisonner avec vos propres anxiolytiques pour me voler 450 000 €. Vous avez cessé d'être ma fille le jour où vous avez calculé l'urgence de ma mort. Maître Valérie se hâta de ranger ses papiers, déclarant l'acte de vente nul et non avenu. Le commissaire Girard s'approcha de Sophie et posa sa main sur son épaule. « Sophie Duclos, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'abus de faiblesse aggravée et fraude. » Elle hurla, se débattant contre les menottes. Le son de sa panique résonna dans la clinique luxueuse. Elle fut emmenée, le docteur Laurent étant placé sous enquête pour complicité médicale et radié de l'ordre le jour même. L'affaire Duclos fit la une de tous les journaux parisiens. Un cas emblématique de violence financière envers les aînés. Sophie fut jugée et reconnue coupable de tentative de meurtre par administration de substances nocives et d'abus de faiblesse aggravés. Elle fut condamnée à 15 ans de réclusion ferme. Elle perdit sa licence d'agent immobilier immédiatement et fut contrainte de me verser 100 000 € en dommages et intérêts pour le préjudice moral. La conséquence la plus amère fut le rejet social. Son ex-mari, craignant le scandale, obtint la garde exclusive de leurs enfants et coupa les ponts. Les amis, les collègues, tout le monde disparut. Sophie, isolée, sans profession, sans famille, purge sa peine à la prison de Versailles, loin de la fortune qu'elle avait tant convoitée. Mon petit F3 n'a jamais été vendu. Il est devenu le point de départ d'une autre vie. Aujourd'hui, à 70 ans, 2 ans après cette confrontation, je me lève tous les matins sans vertige. Je marche mes 20 minutes quotidiennes, sans tricher, sans m'appuyer. J'ai perdu 10 kilos. Et ma tension artérielle, qui était à 170 sur 100, se maintient à 120 sur 80, sans médication lourde. Avec l'argent de l'indemnité, j'ai créé un petit atelier, une simple association de quartier que j'ai nommée « L'éveil de Marguerite ». Je ne suis pas une professionnelle, mais j'ai une expertise, celle de la survie. Je reçois les femmes âgées, souvent seules, souvent fatiguées, qui me racontent leurs propres peurs face à la maladie ou à l'avidité de leurs enfants. Je leur enseigne les ordres simples de Suzanne. La marche, la gestion du sel dans la soupe et surtout la respiration 4-2-6. Inspirez doucement par le nez pendant 4 secondes, dis-je souvent, montrant l'exemple. Maintenez l'air 2 secondes. Expirez lentement par la bouche sur 6. 2 minutes. Et vous êtes à nouveau maîtresse de votre cœur. Nous sommes une douzaine de femmes maintenant, toutes des survivantes qui se donnent la force. Suzanne est mon bras droit, elle me fournit des conseils techniques et veille à ce que je ne dépasse pas mes forces. Elle ne quitte plus guère mon côté. Elle dit que notre travail est plus important que n'importe quel diplôme médical. Je n'ai plus peur du futur.
J'ai survécu à la trahison la plus douloureuse qui soit. La femme faible est morte dans cette clinique, et c'est la combattante qui a hérité de son corps et de sa maison. Parfois, quand je m'assois sur mon balcon, dans mon petit appartement du 18e, le soleil sur mon visage, je pense à l'ironie de ma vie. Sophie voulait que je m'éteigne doucement pour toucher ses 450 000 €. Elle a seulement réussi à m'éveiller. Le silence est ma nouvelle richesse. Je peux respirer. Elle voulait m'enterrer à 68 ans pour me voler ma maison. Mais elle a seulement réussi à m'enseigner à respirer pour vivre. Elle est en prison, privée de liberté et d'argent. Moi, je suis libre, riche en santé et en années. Elle a planifié ma mort. J'ai planifié mon triomphe. La vengeance la plus silencieuse est celle qui se construit sur une bassinée d'eau chaude. Et la corvée de ne plus jamais se laisser faire. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine histoire émouvante.